moi, c'est Lola Croé. Je suis née Enfin, j'ai grandi en Picardie. Je suis née à Fourmies. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, je suis née de parents qui avaient des animaux à la ferme, qui étaient plutôt en mode paysan, avec des boulots à côté. Mais j'ai grandi vraiment avec les animaux dans le jardin, à côté d'une forêt. Ouais, vraiment l'aspect nature. Enfin, j'ai eu toute mon enfance. Et ensuite, je me suis orientée vers des études pour casser cet aspect campagne, qui était assez. On a eu une enfance assez dure et une maison pas isolée, avec un chemin de cailloux à entretenir et assez sale. On était à côté de la Capelle, on avait 2 kilomètres pour aller à l'école. C'était pas tous les jours facile. Ouais, du coup, à 18 ans, moi j'avais hâte, d'aller à la ville, donc d'aller à Lille pour étudier. Donc à la base, je me suis orientée vers des études éducatrice spécialisée. Je me suis rendu compte que ça ne me conviendrait pas. Du coup, je me suis orientée vers des études de géographie. Donc voilà, j'ai fait la licence à Lille. Ensuite, j'ai fait le master à Strasbourg et j'ai fini mon stage à Montpellier. Et, euh, et là, avant de commencer à travailler et d'avoir un rythme métro-boulot-dodo classique, voilà, je me suis mise à voyager. Je suis allée en Italie via le woofing. Donc j'ai été accueillie dans des fermes. Et au final, j'étais partie pour 3 mois. Je suis partie un an pour, apprendre l'italien. Et c'est là où j'ai redécouvert la campagne, le fait que c'était pas si dur, le fait qu'on pouvait faire des choses en lien avec le social, en lien avec l'environnement, en lien avec une économie locale et surtout agir, donc faire des choses physiques, faire des choses qui ont du sens, porter des valeurs, faire des choses en réseau. Voilà. J'ai redécouvert tout ça via le woofing, avec l'idée du coup de m'installer au retour. Donc j'avais aucune idée de comment faire, sans diplôme agricole et sans finance. Et bon, les choses ont fait que j'ai voulu m'installer avec mon père. Ça s'est très mal passé, la différence de génération, et c'était compliqué. Donc j'ai continué ma vie pendant un an. Et bon, un an après, je suis revenue dans des circonstances un peu moins marrantes. Mon père est tombé malade, il a eu un cancer, il est rentré à l'hôpital, il m'a appelé, il m'a dit bah, viens t'occuper de la ferme. Il avait encore quelques animaux, il faisait 2 marchés par semaine. Et donc je suis revenue sur la ferme voilà, pour m'occuper des animaux et reprendre la vente. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de m'installer en fait. Donc, voilà, ça a été ça. Donc ça, c'était en 2016. Donc je me suis installée officiellement en janvier 2016 en tant que maraîchère à la Flamanderie dans l'Aisne pour faire 5 ans là-bas avant de me rendre compte que mon outil de travail n'était pas adapté, que j'avais passé ma vie à travailler, à être esclave de mon outil de travail qui n'était pas du tout confortable, pour entretenir une énorme ferme. À l'époque, j'étais célibataire, enfin, ça n'avait pas de sens. Donc, je me suis mise en quête d'un nouveau lieu. Ça n'a pas été facile, j'ai visité beaucoup d'endroits. Et finalement, grâce à Terre de Liens, grâce à un article qui est paru dans La Voix du Nord, grâce à Facebook aussi, j'ai trouvé ce lieu que j'ai acheté en montant une SCI avec une amie d'amis et qui m'a permis de rebondir en fait. Donc de revenir ici donc on a acheté en juin 2020. Donc je suis venue habiter en juin 2021 et
en mettant en route le maraîchage ici en 2021. Et puis, et là, du coup, ça fait 3-4 ans que je suis là à faire du maraîchage ici, quoi. De travailler au rythme des saisons, en fait, moi, j'ai redécouvert ça avec le maraîchage. Rien que physiquement, je trouve que c'est une chance de pouvoir travailler au rythme des saisons. J'ai souvent l'hiver, je pense aux citadins qui se lèvent tôt pour prendre des transports en commun et aller travailler dans des bureaux avec la lumière parce qu'il fait encore nuit dehors. Alors que moi, l'hiver, j'en profite pour me reposer et je me lève plus tard. Et j'ai plus du travail de bureau à l'intérieur ou de l'entretien à l'extérieur, mais je fais vraiment en fonction de la météo, quoi. Des journées où il pleut vraiment, moi j'ai pas à être dehors, je m'occupe autrement, soit dans les bâtiments, soit au bureau, soit j'en profite pour faire des paperasses à l'extérieur. Mais ouais, j'évite d'être dans le champ dans des conditions météo pas chouettes. Et en contrepartie, l'été, c'est là où les journées sont longues, où il fait beau, où tous les légumes sont là, où il y a aussi bien à semer, à planter, à entretenir, à arroser, à récolter, gérer la vente, bon, et puis gérer l'administratif au quotidien. Donc là, ça fait des grosses journées, mais pour moi, il y a l'énergie qui est là et ça passe plutôt bien en fait. Bon, du coup, il ne faut pas avoir envie de vacances à ce moment-là. Même si on s'organise bien en maraîchage, il y a moyen de lever un peu le pied, en général mi-août. On me dit si tout est semé, tout est planté, et avant les premières grosses récoltes, il y a moyen mi-août, début août, de partir une semaine ou de lever le pied un peu une semaine. Certains y arrivent. Alors, en fonction de la météo, pareil, hein, il y a des années c'est plus évident que d'autres. Non, je dirais ça, ouais, qu'on a la chance et puis d'avoir le choix de travailler en fonction de la météo, de s'écouter aussi. Si peut-être des moments, oui, il y a du boulot à faire, mais si physiquement on le sent pas, on n'y va pas, on fait autre chose. C'est pas forcément qu'on fait rien, mais on fait autre chose, on s'adapte. Ouais. Mais après, je dirais vraiment, c'est la base, quoi, de vivre en fonction des saisons, de la météo. Enfin, nous, on est rythmé au rythme des semis, des plantations. Là, c'est le printemps qui va arriver, alors c'est quand est-ce qu'on sème la première graine, quand est-ce qu'on va pouvoir aller dans le champ, travailler le sol. Ouais, c'est... Et je sais pas, peut-être je pourrais dire que... comment dire? Pour expliquer un peu le rythme, avec certains collègues, on se posait la question, pour toi, la saison, elle commence quand? Et naturellement, ça pourrait être le printemps, parce que voilà, on va commencer à préparer le sol, à semer les premières graines, à planter les premiers plants. Mais pour certains, c'est déjà au mois de décembre quand on a commencé à réfléchir à quel plan il nous faut pour l'année prochaine, quelle planification on va faire, quelles semences je vais avoir besoin et commencer à commander, etc. Et moi, je me faisais la remarque que dès lors qu'on commence une saison, on réfléchit déjà à la saison d'après. Donc en fait, c'est un éternel recommencement, c'est des cycles et qui ne s'arrêtent pas vraiment. Parce que on sème au printemps, on sème, on plante, on s'occupe de tous ces légumes, on commence à récolter, juin, ça commence à être assez important les récoltes. Et puis après, à l'automne, là, c'est la grosse récolte pour stocker l'hiver. Mais au final, l'hiver, on a toujours des légumes dans le champ. On a les poireaux, on a les choux de Bruxelles. En serre, on a la mâche, la verdure. Donc il y a toujours quand même à récolter, plus tous les légumes de conservation à laver, préparer
Et toujours assurer la vente, en fait. Hein. Moi, je fais la vente à l'année et j'arrête pas. Donc, ouais, au rythme des saisons. Donc, avec des journées plus ou moins intenses, plus ou moins longues. Je regardais. En 2019, j'ai noté mes temps de travail. Ma plus grosse semaine, elle fait 52 heures. Et ma plus petite semaine, elle fait 22 heures. Pour une moyenne de 41 heures par an. 41 heures par semaine sur l'année, quoi, de moyenne. J'ai calculé ça. C'était intéressant, je trouve. Je ne sais pas si vous avez les réponses, si ça semble assez clair. Tout à fait. Ça va. Pourquoi vous avez eu envie de calculer d'ailleurs votre temps de travail Ouais. Parce que des moments, les journées sont longues, c'est intense. Et il y a toujours la question du temps de travail et du temps hors travail, du temps perso. Même si ce temps est toujours un peu... est souvent mélangé, confondu. On veut prendre un petit temps plutôt loisir ou détente, mais au final, on parle de travail ou on va chez des collègues manger, mais on amène des légumes. Il y a toujours un lien avec le travail. Mais après, ce que je me rends compte, c'est que on peut pas scinder, en fait. C'est tout, le maraîchage, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. C'est là, quoi. Donc c'est difficile de scinder. Mais c'est chouette aussi, quoi. Hein. Ouais, ça fait partie du tout. Et du coup, j'ai voulu écrire parce que en agricole, on dit toujours qu'on fait beaucoup d'heures. Certes, hein, on en fait, mais moi, je voulais voir effectivement qu'est-ce que je fais comme heure. Parce que pareil, comment on compte? Est-ce qu'on compte que dès lors qu'on se lève jusqu'au coucher, on travaille? Ah oui, on est toujours un peu liés. Midi, on rentre manger, mais on a des appels de clients ou de fournisseurs, ou voilà, donc on est toujours un peu pris dedans. Mais moi, là, dans mon calcul, j'ai calculé seulement vraiment mon travail effectif, quoi. Dès lors que je prenais le tracteur pour aller dans le champ, dès lors que je prenais du temps au bureau pour le travail, j'ai calculé ça, quoi. Et au final, là, j'ai seulement calculé la semaine dernière, mais je me rends compte que ça va, en fait. 41 heures en moyenne par semaine, ça va, quoi. Bon, surtout quand on le rapporte au revenu qui n'est pas énorme en face. Moi, je me dis, je fais un métier qui me plaît, je fais à mon rythme. C'est quand même une certaine liberté qui coûte cher quand même, hein, parce que y a l'astreinte, on est là, hein, quand il y a une tempête qui arrive et qu'il faut aller refermer les serres ou qu'on annonce du gel et qu'il faut aller vidanger et qu'il faut aller protéger des légumes, tout ça, on est là, quoi. Et parfois, on rentre d'une bouffe chez les copains à minuit et il faut aller... La semaine dernière, on est rentré, c'était ça, il était 11h et il pleuvait fort. Et j'ai le fossé du voisin qui était bouché, qui passait au-dessus de la route et qui traversait tout mon champ, notamment dans mes serres. Et mon compagnon est allé démarrer le tracteur et il est allé faire un passage en tracteur pour dévier l'eau, pour éviter que ça arrive trop dans les serres, quoi. Bon, et c'était utile, il a bien fait de faire ça. Mais ouais, c'est ça, on y est toujours un peu et en même temps, c'est le luxe, je trouve, de si je suis dans mon champ, mais je sais pas, s'il y a un ami ou de la famille qui arrive, de pouvoir dire ok, là, je stoppe mon boulot, même si c'est peut-être urgent, même si voilà, il faut le faire, mais ça va, j'y reviendrai plus tard, mais là, on peut prendre 1 heure ou 2. Mais c'est pas facile de prendre cette liberté-là aussi. Enfin, en plus, moi, je suis du genre à mettre la pression, c'est ma manière de travailler, quoi. Et de m'activer dès le matin, c'est tout, il faut y aller.
Du coup, c'est de trouver le rythme. Quand est-ce que je lève le pied et quand est-ce que... Ok, là, c'est bon, quoi. J'ai bien passé ce matin. Cet après-midi, s'il y a de la visite, ça va, je peux prendre le temps. Donc là, ça fait 9 ans que je suis installée. J'ai fait 9 saisons. Et je pense que j'ai pris conscience tard de l'importance de prendre du temps pour moi. De prendre du temps pour avoir une vie de famille, pour profiter de la famille, pour profiter avec les amis, pour avoir des activités pour moi. Je pense clairement que je me suis beaucoup oubliée. Actuellement, je suis en couple. Ça fait 2 ans. Avant ça, j'ai pas eu de relation sérieuse parce que le travail prenait beaucoup de place et pour moi, j'ai mis de côté l'occasion d'avoir une vie de couple. Et j'ai pas d'enfant. Souvent, je me fais la réflexion que si j'avais eu un autre travail, certainement que j'aurais eu une vie de famille un peu plus classique et avec des enfants. Après, voilà, hein, c'est des choix de vie, les choses font que là, je vais avoir 36 ans, je suis en couple depuis 2 ans et j'ai pas d'enfant, mais j'ai construit un outil de travail. Et au travers de mon travail, ce qui m'a apporté, je pense, aussi, c'est de pouvoir accueillir des woofers. Et moi, c'est ma manière de faire du coup du social. C'est ma manière d'agir humainement, de partager. Et donc voilà, j'ai pas d'enfants, mais j'ai l'opportunité d'accueillir des gens qui sont intéressés par ce que je fais, qui sont curieux et avec qui je peux partager ce que je fais, quoi. Et moi, c'est ma manière de transmettre et de... Et le rapport au temps, non, clairement, je crois qu'on s'oublie facilement. Heureusement, j'ai eu quand même des activités hors boulot les premières années d'installation. J'ai eu la chance de faire du yoga, j'ai eu la chance de faire de la plongée. Mais c'était souvent très stressant parce que je me disais le yoga c'était le mardi soir. Donc ma journée du mardi, elle était rythmée pour réussir à finir à, je sais plus, à 17h pour être à 17h30 au yoga. Donc s'il y avait une visite, s'il y avait un truc qui n'allait pas, une panne ou quelque chose, enfin moi je me stressais beaucoup parce que je me dis bah ça y est, je vais pas réussir à aller au yoga ce soir et voilà. Alors qu'à la base c'était pour de la détente, mais ça me stressait une journée pour avoir 1h30 de détente le soir, quoi. Donc c'était un peu ça qui n'était pas évident. Dans le rapport au temps, il y a eu le déménagement qui n'a pas été simple du tout parce qu'à un moment, je me suis retrouvée avec 2 maisons, 3 lieux d'exploitation et gérer une maison en travaux, les travaux à faire, l'installation à faire, sans compter l'administratif, en période Covid. Parce qu'on a acheté en juin 2020, donc on s'est retrouvés en plein dedans, avec les gens qui étaient en télétravail, qu'on n'arrivait pas forcément à joindre, voilà, et puis personne où on pouvait aller dans un bureau et rencontrer les gens et faire avancer les choses. Ouais, donc ça a été assez folklore aussi. Et là, clairement, je pense que c'est là où je suis allée très loin dans mes limites morales et physiques. Et de toute façon, c'est le corps qui m'a dit stop. Bon, j'ai eu des tendinites aux épaules, j'avais le dos en vrac. Je me suis coupé le doigt, j'ai perdu un tendon, j'ai eu un accident de voiture. Tout ça en 1 an. Et là, l'accident de voiture, ça m'a fait réagir, quoi. Et je me suis dit, non, mais en fait, les vacances, c'est pas plus tard quand tu auras le temps, c'est la semaine prochaine, tu pars. Et il faut respirer, il faut prendre l'air.
Et ouais, ça fait partie du chemin à prendre plus soin de moi, à prendre du temps pour moi, du temps pour les copains, du temps pour la famille, du temps pour les loisirs. Ouais. Donc cette année, on s'est lancé avec mon compagnon dans des cours de danse folk qui a lieu le mercredi à Avennes. On s'est même mis au bureau. Mon chéri est vice-président et moi je me suis mise trésorière. Avec un peu la peur de j'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Mais en attendant, c'est chouette d'avoir une activité hors boulot, quoi. Enfin, moi, je suis contente de ça, de dédier ce temps-là, de le prendre. Et, voilà. Et le rapport au temps libre, je dirais, moi, c'est un peu les dimanches. Parce que mon marché principal, enfin, je fais un marché semaine, c'est le samedi matin. Donc moi, le week-end est très court, du coup. Hein. Le samedi, au final, ça me prend une journée de travail, le marché. Donc je me suis rendu compte que jamais j'avais un week-end de 2 jours. Mais je me disais au moins le dimanche de relâcher un peu, quoi. De faire des petits bricolages à la maison ou dans les parties extérieures. Mais d'éviter d'aller dans le champ. Même si, bon, en saison, il y a vite un petit peu d'arrosage à faire, une récolte qui n'a pas été faite le samedi, on retourne la faire le dimanche. Mais, ouais. Mais du coup, c'est pas évident de... C'est pas toujours évident de réussir à s'autoriser du temps libre. Je dirais ça. Pour résumer la chose. Est-ce que parfois vous aspirez à ne rien faire Mais c'est pas évident de rien faire. Alors je dirais il y a je pense comment j'ai été élevée, éduquée, à la ferme où il y avait toujours quelque chose à faire, où j'étais l'aînée, il fallait faire quoi. Après bon c'est des tempéraments aussi, hein. Mais non j'ai du mal à rien faire. C'est très compliqué de rien faire. Donc ouais si l'astuce c'est de partir. Il faut partir. Il ne faut pas rester à la maison pour ne rien faire, quoi. Même de lire. Là, j'ai une amie qui m'a prêté un livre. Je m'oblige à trouver des temps pour avancer dans ce livre, qui est super en plus. Mais c'est presque à contre-nature, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est pas évident. Et ouais, de rien faire, c'est compliqué. Mais pourtant, je sais que c'est nécessaire et mon corps, parfois, il en aurait besoin largement. Ouais. Non, pas évident. Mais on apprend. On a une vie pour apprendre. Ouais, donc je grandis dans ce sens-là aussi. Moi, j'apprécie les tâches, je dirais automatiques, je sais pas, des récoltes ou du désherbage. Où c'est tout. On est dedans, on n'a pas à réfléchir. Et je dirais que c'est un peu un moment méditatif où j'ai pas à me dire bah là je suis en train de faire ça, donc du coup il faut que je fasse ça, et à réfléchir bah combien, comment, pour quand, et de faire des tâches ouais, en mode automatique. Je me mets à récolter les tomates, bah voilà quoi. Pendant 1 heure, je récolte et j'ai pas à me demander comment, pourquoi, pour quand. Et, et là, ouais, ça donne des moments un peu presque suspendus où c'est plus cool. Et limite, ce serait une détente. Moi, mon plaisir, c'est de cueillir les mûres. À l'automne, j'adore cueillir les mûres. Ouais, c'est détente. C'est mode automatique, on réfléchit pas. Ouais. Et des tâches qui sembleraient longues, moi je dirais c'est le tracteur. Préparation de sol, ça me semble long.
Mais en même temps, c'est nécessaire. Enfin, moi, je ne me vois pas le faire à la main. Le bureau. Je trouve que je passe trop de temps au bureau. Même si je me trouve assez efficace, mais peut-être pas encore assez. Ouais, je dirais ça sur le temps. Il n'y a rien qui me vient d'autre. Et est-ce que des fois, il y a des moments dans l'année où vous devez attendre finalement que la nature fasse son œuvre et que du coup, ce sont des moments que vous attendez, qui sont des moments d'attente. Comment vous les vivez ces moments-là? Bah là, typiquement, ouais, le printemps. C'est hier matin, j'entendais un coucou chanter, des oiseaux chanter. Là, on voit les personnages qui sont sortis, les pivoines qui sortent. Il y a la nature qui se réveille là. Mais c'était la Chandeleur et je sais plus le dicton, mais il a gelé hier matin, donc c'est qu'on est reparti pour 3 semaines de gelée, enfin, ou en tout cas de froid. Donc je me dis, bon voilà, pendant 3 semaines, ça va être encore un peu en dormance. Et comme il a fort plu, il faut attendre que le terrain se ressuie avant de pouvoir retravailler avec le tracteur sans tout abîmer. Donc là, il y a un peu ça. J'ai pas encore fait ma commande de plants et de semences. Mais je sais qu'il faut que je me dépêche quand même de faire ça pour peut-être faire 2-3 bricoles de rangement. Là, on va refaire la cour avant de mettre en route vraiment les premiers semis, les premières plantations. Après, ça peut être l'attente des premières récoltes, la première tomate, les premières salades au printemps, parce que sur le marché, il y a des clients qui réclament et qui attendent ça avec impatience. Les premiers légumes ratatouille, hein, les aubergines, les poivrons. Ouais, c'est les premiers légumes, les premières récoltes, ouais, je dirais quand même, on les attend. Après, ça peut être attendre que ça ressèche après la pluie pour pouvoir aller travailler dans le champ, attendre que ça ressèche pour pouvoir aller désherber, voir que là, il serait temps de pouvoir rentrer dans le champ, aller désherber, mais c'est encore trop humide, du coup, on ne peut pas y aller. Typiquement 2024, ça a été ça toute l'année, quoi, hein. C'est quand est-ce que ça ressèche pour que je puisse aller planter, que je puisse aller désherber, que je puisse récolter. Là, j'ai encore des légumes dans le champ parce que j'ai pas pu récolter dû à l'eau en fin d'année. Ouais, c'est ça. Là, j'avais un peu hâte aussi, c'était de tailler mes arbres plantés l'année dernière et il y a 2 ans, du coup. Je sais pas, j'étais contente d'aller tailler et de pouvoir leur donner forme. Hum, Ouais, je pense à rien d'autre. Ou les premiers semis. Là, c'est quand est-ce que je vais semer mes premières tomates, les premiers radis, les premières carottes. Et est-ce que vous avez vu une différence ces dernières années, notamment à cause du changement climatique? Euh, Bah là, les périodes de gel, elles sont moins longues, moins fortes. Je dirais, il y a moins de neige. Moi, des épisodes de neige, comme j'ai pu connaître gamine, il n'y a plus. Ou moi, je me souviens qu'il y avait, je sais pas combien de centimètres de glace sur la mare. Le midi, on rentrait manger à la maison, on allait jouer sur la mare. Que là, enfin, il n'y a plus une mare avec assez de glace pour aller dessus. Euh, alors, il y a eu les périodes super sèches. De mémoire, ça devait être 17-18, c'était très sec. Moi, je me suis installée en 2016, c'était très humide. 2024, très humide, avec du vent. Moi, j'ai été victime de la tempête Eunice, donc 2021, février 2021, où j'avais monté mes 2 premières serres et bon, il y avait des défauts de montage, mais j'ai eu 2 serres qui se sont envolées février, quoi, alors que c'est le moment où il faudrait faire les premiers semis, les premières plantations pour protéger du gel. Et finalement, bah, ma serre, elle était envolée. Donc ça, pareil, au moral, ça a été très dur. Ouais, et là, bah, il y a
Enfin, on réfléchit avec les maraîchers et avec Bio en Hauts-de-France, Initiative Paysanne. Il y a des réflexions là-dessus sur comment mieux se parer aux extrêmes climatiques, je dirais, dus au changement climatique. Donc, c'est comment mieux gérer l'eau pour répondre à des extrêmes de sécheresse, pour avoir des réserves d'eau, mais aussi à des extrêmes des excès d'eau. Donc notamment, il y a l'hydrologie régénérative qui peut répondre à ça, qui amène des réponses super intéressantes, pratico-pratiques. Il y a aussi, moi j'ai planté des arbres entre mes cultures pour suivre le mouvement un peu agroforesterie et faire qu'il y a des arbres sur la parcelle qui permet de faire une circulation de l'eau à l'échelle de la parcelle pour déjà maintenir l'eau, maintenir en plus la vie du sol, le sol, la biodiversité, la vie mycorhizienne, etc. Mais aussi faire de l'ombre, apporter de la fraîcheur en période de sec. Il y a aussi travaillé avec des voiles d'ombrage, notamment au-dessus des serres, pour pas que ça monte trop en température et que ça fasse mourir des cultures, quoi, hein, ou que ça mette en stress des cultures. Par exemple, une tomate, si on la met à plus de 28 degrés, 38 degrés, elle n'est pas bien. Donc, quand on a une serre, si ça monte à plus de 40 degrés, ça va pas, quoi. Donc, il y a des systèmes de mettre des voiles d'ombrage sur les serres ou de poudrer au-dessus des serres pour faire de l'ombre et limiter la chaleur sur les cultures. Il y a aussi décaler les semis ou les plantations pour optimiser la culture. Par exemple, les radis d'hiver, les navets, au lieu de les mettre début août, on va plutôt les semer fin août. Parce que sinon, début août, s'il fait trop chaud, ça va monter, ou on va avoir des légumes secs, ou il va falloir bien arroser. Aussi, on a des problèmes de ravageurs, acariens, altises. Là, on n'arrive pas à avoir du chou correct si on ne met pas des filets anti-insectes. Parce qu'en bio, du coup, pas d'utilisation de traitement. Des problèmes d'acariens aussi, sur haricots, aubergines. Je dirais surtout ça par rapport au changement climatique. Ouais. Mais c'est clair qu'on est impacté, qu'il y a des différences. Alors après, moi voilà, avec 9 ans de recul, je parle aussi par rapport à quand j'étais gamine, mais des gens qui seraient installés depuis 30 ans, ils diraient mieux que moi. Si, et quand même, il y a des collègues, peut-être au Verger d'Oin, ils vous l'ont dit, mais avant, ils plantaient, ils arrosaient peut-être à l'implantation, et après ils n'arrosaient plus un légume plein champ, que maintenant ils réfléchissent à peut-être arroser plus souvent en plein champ, quoi. Alors que dans l'Avesnois, ils n'avaient pas vu ça. Donc il faut, et du coup il faut s'adapter, on réfléchit. Ouais. De toute façon, notre métier, c'est ça, c'est être en constante réadaptation et gérer aussi bien sur la manière de cultiver que sur la manière de vendre, de communiquer. C'est toute une aventure. Pluridisciplinaire, je dirais. D'ailleurs, les saisons changent beaucoup d'une année à l'autre, du coup, les saisons chaudes. Comment vous arrivez à anticiper ces phénomènes-là pour votre travail? Moi, j'ai tendance à dire on prendra comme ça vient. Parce que je me souviens, année 17-18, c'est sec, donc on se dit, l'année prochaine, je vais pouvoir mettre plus tôt, semer plus tôt, planter plus tôt, je vais peut-être investir dans du matériel d'irrigation pour mieux arroser. Et puis finalement, je ne sais plus si 19 c'était le cas, mais peut-être 2020, c'était très humide. Mais voilà, au final, on a investi, on a décalé nos cultures, mais c'est pas la météo qu'on a cette année-là. On est toujours en réadaptation, et puis après, je dirais, il y a la joie du vivant qui est quand même vachement résilient et qui se débrouille malgré tout, quoi. Enfin,
Bon, il y a certaines cultures, c'est tout, hein, on loupe. Si on sème un haricot qui fait trop humide et qui n'a pas de chaleur, bon, bah, il va pourrir et ça va pas donner grand-chose, hein, on peut recommencer derrière. Mais il y a certaines cultures, ça va aller quand même, ça sera plus long, ça aura pris plus de temps dans le champ, ça sera un petit peu plus moche, un peu plus chétif, mais ça, la culture va être là quand même, quoi. Mais ouais, mais c'est... Je dirais ça fait partie du charme du métier, mais qui n'est pas forcément à gérer, facile à gérer. Le fait d'être en constante réadaptation. Et je dirais, c'est pas facile non plus quand on travaille avec des fournisseurs et qu'on n'a pas la mainmise entière sur notre production. Moi, je travaille avec un pépiniériste qui me fournit la majorité de mes plants. Donc là, par exemple, idéalement en décembre, je commande mes plants pour l'année, à savoir tous les 15 jours. Ça va être semaine 10, je veux 3 caisses de salade, une caisse de blettes, 2 caisses de choux, semaine 12, tac, 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 semaine 14, tac, 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 jusqu'à la fin de l'année. Donc après, je sais que tous les 15 jours, moi, je vais avoir mes plants qui vont arriver. Donc si mes plants arrivent, mais que le champ n'est pas prêt parce qu'il pleut, parce qu'il fait trop sec, parce que moi j'ai eu un pépin, bah en fait, voilà, bon, les plants, je vais les mettre un peu de côté et je vais attendre que les conditions soient favorables pour planter. Bon, c'est pas top pour les plants, mais voilà. Donc du coup, j'ai ce rythme-là aussi qui me pousse, moi, pour le coup. Tous les 15 jours, je sais que ça arrive et ouais, ça fait ça. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pouvez me raconter votre journée d'hier? Ma journée d'hier, c'était dimanche. Alors, le vendredi, on va dire. Oh, ma journée de vendredi, c'était assez particulier, mais ce serait intéressant de raconter la journée de dimanche aussi, je pense. C'est passionnant. Ma journée de vendredi, du coup, vendredi, c'est veille de marché. Donc avant, je dirais que c'était une journée assez chargée et stressante parce que je récoltais, je lavais, je préparais mes légumes ce jour-là. Et en plus, je fais vente de paniers sur commande à la ferme que je prépare le vendredi. Donc ma journée de vendredi, c'était ça, quoi. C'était récolte, lavage, préparation de mes caisses pour préparer le marché, préparation de paniers. Et qui était très dense. Et le vendredi soir, en général, je finissais pas de bonne heure. Vendredi dernier, exceptionnellement, j'avais un rendez-vous à la mairie d'Avesnes pour refaire mon passeport et ma carte d'identité. Donc je me suis dit, bon, je me permets de prendre un rendez-vous le vendredi parce que j'avais préparé le jeudi, oui, parce que maintenant j'ai une chambre froide qui me permet d'anticiper la préparation et d'avoir un vendredi moins chargé. Donc j'avais lavé mes légumes le jeudi, préparé mes caisses pour le marché et bon, j'avais de l'avance sur mon vendredi. Et au final, je suis allée à la mairie d'Avesnes. Le système informatique ne fonctionnait pas. J'ai dû y retourner l'après-midi. Donc heureusement que j'avais pris de l'avance. Mais du coup, ça a été. Je suis allée à la mairie d'Avesnes. Enfin, donc je me lève, je déjeune. C'est important. Je suis allée à la mairie. Je suis revenue et là, j'ai mis à cuire mes betteraves. Je suis allée faire mes récoltes pour préparer mes paniers. J'ai terminé des caisses pour le marché. J'ai préparé mes paniers, donc qui consiste à peser toutes les quantités de légumes que j'ai besoin pour faire les paniers. Je suis rentrée, j'ai mangé en une demi-heure. Je suis retournée à la mairie d'Avesnes. Et l'après-midi, j'ai passé des coups de fil et c'était un peu plus cool. J'ai lu, et c'est assez exceptionnel de lire un vendredi. Et après, mon compagnon est arrivé, on a préparé manger, on a mangé, la journée était faite, quoi. Mais ma journée de dimanche, le but c'était d'avoir une activité physique vu qu'il faisait beau. Et
Donc l'idée c'était soit d'aller à la piscine ou d'aller balader. Donc on s'est levé, on est allé finalement faire un tour du village. J'ai découvert un petit chemin très mignon que voilà, enfin je découvre le village, hein, ça fait 3 ans que je suis là, mais je connais pas beaucoup. Et on est rentré, il y avait un arbre à abattre. Donc j'ai abattu un arbre, mon homme il m'a aidé à ranger, etc. Et on a déplacé du matériel parce que cette semaine normalement on va refaire la cour. Donc il fallait décharger des traverses de chemin de fer qui vont venir faire le tour de la cour et déplacer du matériel pour qu'on puisse travailler tranquillement cette semaine, quoi. Voilà, c'était ça, la matinée. On est rentré. J'ai cuisiné un truc vite fait. Et l'après-midi, on avait rendez-vous chez des amis pour aller passer un moment détente pour la Chandeleur. Donc on a fait des crêpes et on a fait des jeux de société l'après-midi avec les amis. Ouais. Et j'apprécie ces moments-là et je les prends parce que je me dis si je fais pas des jeux de société maintenant ou si je passe pas du temps maintenant avec les amis, enfin après en saison c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Donc on est rentré, on a mangé une soupe et on s'est regardé un film hier soir, ce qui est assez rare. Voilà, ma journée d'hier. Habituellement, vous vous couchez tôt finalement? J'ai autour de 10h30. Mais ouais, je sais pas, le temps de manger. Mais on regarde pas forcément un film. Du coup, je sais pas, on discute. Ouais. Mais ouais, mais on va pas coucher très tard. On est plutôt des lève-tôt, mon compagnon aussi, donc ouais. Et moi j'aime bien, je me lève, je fais ce qu'il y a à faire dans la maison, mais après c'est de faire une belle matinée, en général jusqu'à 13h. Voilà, 13h, 14h, 14h30, je prépare à manger, je mange, je prends le temps. S'il y a des coups de fil à passer, en général, c'est là. De toute façon, c'est là où les gens nous appellent, en général. Et l'après-midi, en tout cas en saison plus creuse, j'arrive à faire un petit peu plus cool, quoi. Donc c'est, je sais pas, du rangement, c'est des trucs un peu plus plaisir. Ça peut être aller cueillir des mûres, ça peut être faire un semis. C'est du travail, mais c'est plus cool. Ouais, passer des coups de fil, être au bureau. Voilà. Les grosses tâches, elles sont le matin. Ouais. Moi, c'est clair que si j'ai fait une bonne matinée, je peux considérer que ma journée, elle est faite, quoi. Ouais, 8h, 13h, efficace. Efficace. Ouais, c'est bien. Du coup, pour ça, je fonctionne avec des listes. Et je suis ouais, je suis assez cadrée, quoi. Le lundi matin, en général, c'est bureau. Donc, en gros, je fais le bilan de ma semaine précédente. Je fais le planning de la semaine à venir. Et voilà, en mettant les rendez-vous principaux, les SMIC à faire, les plantations. Je regarde la météo, voir quand est-ce que j'arrive à caler. Forcément, ma préparation de marché, hein. Et puis, voilà, j'ai mon planning. Je sais à peu près par jour ce que j'ai à faire. Et en général, le soir, je fais pour le lendemain. Je sais que demain matin, il faut que je cale ça, il faut que ce soit fait, quoi. Voilà. Et puis l'après-midi, c'est plus tranquille. C'est ma manière de fonctionner pour... Ouais, peut-être c'est ce qui me permet d'avoir un fonctionnement finalement, je vais pas dire assez cool, mais en tout cas qui me convient, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Mais c'est pas évident de trouver un rythme qui nous parle, qui nous va. Moi, j'ai des collègues, ouais, qui sont limite burn-out, que je vois trop dans leur boulot, même si moi, quelque part, j'y suis aussi. Mais c'est où on trouve la limite entre bah, voilà, une vie agricole, on est dedans, hein, c'est prenant. Mais comment, de temps en temps, se trouver des temps, s'extirper un peu, être bien aussi dans son boulot. Mais pour moi, être bien dans le boulot, c'est savoir prendre du recul et sortir la tête du guidon, de faire des choses qui nous plaisent et pas être
pas être trop pris dedans. Mais encore une fois, hein, c'est pas évident de réussir à se dire non, mais là, il faut que je parte. Même en fait, parfois, c'est quitter la ferme 2 heures. Mais s'autoriser ça pour revenir avec un nouveau souffle, avec une envie de revenir, quoi. Et cet hiver, on est parti 2 jours avec mon compagnon et en revenant, je lui disais, bah, je suis contente de revenir. Et bon, ça, c'est plutôt positif. Je suis contente de revenir, d'autant plus que c'est l'Avesnois, parce que bah, avant, j'étais en Picardie, mais enfin, je suis vraiment contente d'être dans l'Avesnois et d'agir sur ce territoire et pour moi, faire mon petit maraîchage ici, c'est une manière d'entretenir aussi une petite parcelle, de bocage, d'avoir les haies, d'avoir les arbres, de replanter des arbres. Euh, donc d'agir sur ce territoire et ouais, je suis contente d'y revenir. Mais le fait d'aller prendre un souffle ailleurs, de voir autre chose, c'est super chouette et super, c'est nécessaire en fait. L'année dernière, j'ai participé à un voyage d'études organisé par Bio Hauts-de-France. On est parti à, je sais pas, 6-7 maraîchers en Auvergne. Pendant 2 jours, on a visité, je crois, 8 fermes chacun. Donc on était en 2 groupes. Et donc ça prend du temps, mais ce que ça nous apporte en bouffée d'oxygène, en idées nouvelles, humainement aussi, de rencontrer des gens qui vivent les mêmes galères mais ailleurs et qui peut-être ont trouvé des solutions à nous, des problématiques auxquelles on cherche encore des réponses. Enfin ouais, c'est important aussi. Et je dirais ça, en agricole, c'est important de se donner du temps, d'aller voir ailleurs, de rencontrer d'autres personnes, moi, j'ai toujours de ne pas rester seule. L'importance du réseau, de ne pas rester seule sur sa ferme, ouais, d'aller chercher des nouvelles idées, d'aller poser des questions, d'où la formation aussi. Moi, je passe beaucoup de temps aussi en formation parce que j'ai pas de diplôme agricole. Certes, j'ai grandi à la ferme, mais c'était en mode autonomie, excédent que mes parents vendaient. Mais c'était pas leur activité première et du coup l'importance de la formation quoi pour aussi professionnaliser peut-être un peu le métier, s'ouvrir à des nouvelles pratiques, répondre aussi je dirais commercialement à répondre enfin, répondre au mieux à la demande des consommateurs mais du coup s'en rendre compte pour aussi vendre sa production, réussir à vendre sa production et vivre de son métier, quoi, et pas vivre de subsides, de subventions telles qu'elles soient. Ouais, je dirais ça aussi. L'importance de voir ailleurs et de se nourrir d'autres projets et d'autres choses, quoi. Ouais. Parce que l'agricole, pour moi, c'est sans cesse se renouveler, s'adapter, innover, répondre à la demande du consommateur au bout, parce que c'est eux qui nous font vivre. Ouais, c'est une sacrée aventure. Mais je pense qu'on a un côté aussi presque chercheur et curieux. Je pense que si on n'a pas ça, en tout cas peut-être qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, mais c'est triste de se dire je m'installe avec tel système et voilà, toute ma carrière je vais faire comme ça. Je trouve ça triste. Alors que ouais, moi, mon challenge c'est un peu comment je peux faire mieux, comment je peux faire autrement, tiens, qu'est-ce que je peux essayer cette année, une nouvelle culture, une nouvelle manière de faire. Ouais. Et c'est ça aussi qui est motivant et qui porte, je pense. Ouais. Heureusement qu'il y a ça. En plus du partage. Le partage et de transmettre, c'est super important pour moi, quoi. De ne pas le faire pour moi seul sur mon champ, je m'ennuierais et je ne verrais pas le but. Je ne me verrais pas dans un système où je produis pour une coopérative sans voir le consommateur. Moi, ce qui me nourrit, c'est aussi voir mes clients, avoir des retours,
Ouais, j'ai donné une idée recette, ils l'ont fait, ils ont aimé, ou oh, ils retrouvent le goût de la carotte comme quand ils étaient enfants, ou ils se sont régalés avec mon chou. Et enfin, c'est ce qui nourrit aussi, quoi. Ouais. Et le mieux, c'est de les accueillir aussi dans le champ. Ouais. L'année dernière, j'ai fait 2 portes ouvertes et c'est chouette aussi, ouais. Et de leur donner à voir euh, une façon, ouais, ma réalité en fait. De voir concrètement, le consommateur, il voit un étal sur le marché, mais qu'est-ce qui se passe en amont ouais, il y a une nana avec 2 bras et une tête qui bosse, qui vide ça, et il y a la structure. Il y a les serres qui sont là, il y a, vous voyez, les carottes, elles arrivent de cette planche, elles ont été semées comme ça, à telle date, elles ont nécessité tel désherbage, tel travail de sol. Enfin, ouais, enfin, ouais, c'est important. Et une prochaine étape, ce serait de leur faire mettre les mains dedans. Pour qu'ils se rendent compte physiquement ce que c'est. Voilà. C'est pas une mauvaise idée. Ouais, pour moi, parce que la réflexion, c'est cher. Mais en fait, c'est cher par rapport à quoi? Toi, est-ce que tu mettrais une graine dans le sol? Est-ce que tu préparerais? Est-ce que tu irais la récolter? Enfin, récolter des légumes finis. Enfin, et ouais, de se rendre compte physiquement. Pour moi, il y a trop de décalage. Je dis, on vit dans un monde de déconnectés où il y a un décalage entre la réalité que les consommateurs voient, que ce soit sur le marché ou en magasin, où il y a tout le temps sur les étals, et, et la réalité matérielle, physique, concrète, économique aussi, hein, qui est dans le champ, quoi. L'agriculteur qui se casse la tête pour faire sa planification, pour avoir du légume tout au long de la saison, maximum de légumes tout au long de la saison, et, moralement ce que ça implique comme charge mentale, comme responsabilité. Et encore une fois, quoi, morale, physique, économique, c'est pas rien. Et en plus de l'action, quoi. Enfin, moi, je me baisse pour semer ma graine, je me baisse pour récolter, je me baisse pour désherber, je me remue pour arroser. Enfin, c'est pas rien. Et je pense que le consommateur, il se rend pas forcément compte de ça, quoi. Tout ce qu'il y a derrière une carotte sur un étal, toutes les actions qu'il y a en amont, quoi. Et c'est pas juste ah bah je veux ça maintenant. Ouais, mais la semaine dernière, on me demandait encore du concombre, on me demandait qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre. Ouais, presque on peut demander de la tomate à Noël, mais en fait non. Rends-toi compte si tu veux un concombre là maintenant, non, il gèle. Mais encore une fois, enfin, je blâme pas le consommateur parce que on est dans une société où il y a tout le temps, société d'abondance. Quand on voit de la fraise en magasin à longueur d'année, on ne peut pas se rendre compte quand est-ce qu'est la saison de la fraise, quoi. Donc, ouais. Mais c'est toute une éducation à refaire et une sensibilisation. Et bon, il y a du boulot, hein, mais d'où aussi, pour moi, l'importance d'être sur les marchés pour avoir ce contact client et pouvoir dire, bah là, non, en fait, ils gèlent, les concombres, là, ils ne sont pas encore semés. Et je suis là pour ça. Qu'au supermarché, bon, déjà, il y aura du concombre à l'année. Il n'y aura personne pour leur dire, mais non, mais là, c'est pas la saison, en fait. Rends-toi compte, ton concombre, là, il vient du Maroc, en fait. Hein. Crois pas qu'il vient de la ferme du coin. Mais, ouais, donc, je suis un peu garde-fou d'essayer de rester connectée, ouais, avec une réalité qui est là, quoi. Une réalité de saison et économique et physique. Ouais. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un beau métier hein, de... Ouais, c'est une chance quelque part. Hein. Déjà de nourrir des gens, de gérer une parcelle et avec tout ce que ça implique derrière. Parce que ça, je pense que le consommateur, il ne se rend pas compte non plus de l'importance, l'importance de où il met son argent. Parce que derrière des agriculteurs, il y a le territoire.
On dit paysan, pays, c'est celui qui fait le pays, quoi. Les paysages, ça vient du paysan, en fait. Si le paysan a choisi de couper sa haie, il n'y aura plus de haie. Si le paysan a choisi de planter des arbres, il y aura des arbres. Du coup, il y aura des oiseaux. Du coup, il y aura de la biodiversité. Enfin, il y a tout ça. Et après, il y a aussi le côté économique. Si on soutient des paysans qui font des gros volumes, qui vendent en coopérative pour vendre dans des grandes surfaces, bah, il n'y aura pas de paysans qui vont faire des petits marchés locaux que les gens pourront rencontrer et avoir ce contact avec le territoire pour moi. Et c'est là où récemment je me suis rendu compte qu'on est on est ce contact, quoi. Mais pour moi, il n'est pas encore assez, il n'est pas assez fort. Et pour moi, il faudrait plus de contact entre des gens qui vivent la campagne, mais qui travaillent en ville ou qui vont s'approvisionner en supermarché et qui pourtant vivent à côté des agriculteurs. Mais pour moi, certains, ça va être l'agriculteur, oui, il salit la route, il bouche la route avec ses vaches, ou il fait du bruit avec son tracteur le dimanche matin. Mais certains, je pense, ne font pas le lien entre, oui, mais en fait, c'est celui qui me nourrit. Si j'ai du fromage dans le frigo et si j'ai du lait dans ma brique de lait et si je peux me faire un bon pot-au-feu, en fait, c'est parce qu'il y en a qui bossent sur le terrain, quoi. Ouais, c'est tellement vaste. Sans parler aussi politiquement aussi. Là, on est en élection renouvellement chambre d'agriculture. Donc, on a voté pour élire ceux qui vont nous représenter à la chambre d'agriculture et du coup dans les grandes institutions. Pareil, s'il n'y a plus de petits agriculteurs, des petits paysans, on ne sera pas représenté à la chambre. Et, c'est là où on choisit aussi notre modèle économique, politique, de territoire, quoi. Mais du coup, dans l'acte de vente, c'est beaucoup plus fort que juste j'achète mes produits. Mais du coup, comment transmettre ça aux consommateurs, quoi. L'importance de l'acte d'achat. J'achète à une petite productrice locale, mais du coup, derrière, c'est maintien de la biodiversité, c'est maintien d'un territoire, d'un paysage, c'est maintien d'une économie locale, de liens aussi. Parce que si j'accueille des gens pour faire une visite de ferme, pour moi, c'est donner l'occasion à des enfants, à des gens de voir, peut-être de mettre les mains dedans si un jour j'arrive à monter un atelier de récolte ou je sais pas, ou de semis. Ouais. Mais c'est bien, il y a plein de choses à faire et il y a encore beaucoup à renouveler. Ouais. Mais c'est chouette. Ouais.